on travaillait les centres de transport de la STM, fait qu'on venait puis on challengeait genre des extras de Pomerleau. Non, mais c'est impressionnant, sauf que la STM a aimé ça, puis ils s'attendaient pas à voir ce genre de détails-là. Tu comprends? On va dans le détail toujours. Comme je te dis, t'es l'entrepreneur général en haut. Lui, sa responsabilité, c'est d'inviter des entrepreneurs spécialisés à soumissionner son projet pour avoir le meilleur prix possible. Un grand sage me dit un jour, si tu remportes un projet, c'est parce que tu as oublié quelque chose. Assure-toi que ce quelque chose-là ne vale pas trop cher. Ce qui te permet de comprendre qu'un projet, ça se gagne pas sur les quantités. Donc, si ça se gagne pas sur les quantités, ça se gagne sur quoi? Ça se gagne sur le fait que tu as oublié quelque chose, première des choses. Parce que si tu as oublié un make-up air unit à 750 000 puis que l'autre l'a prévu, ben tu es déjà 750 000 dans le trou. Ok, du coup, précision DP, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans cette compagnie? Pourquoi tu as commencé en estimation? Enfin, tu as commencé en estimation ou tu as... Oh, wow! OK, on part de loin. J'ai commencé en estimation en 2014. J'ai fait un cours en estimation à Montmorency de 2013 à 2014. Puis avant ça, j'ai travaillé sur les chantiers à partir de 2012. Donc, pendant que j'étais à l'école à Montmorency, j'ai chevauché l'école avec les chantiers. Ça n'a pas, été facile. Tu faisais du 70 heures par semaine, du coup, avec ça? À peu près. Ça me choquait un peu. Je suis quelqu'un qui a toujours bien réussi à l'école sans étudier. OK. Là, la problématique que j'avais, c'est que je travaillais de 6 à midi, j'allais à l'école de midi 9, du lundi au vendredi. Bon, évidemment, plus que tu avances dans les sessions, moins que tu as de cours. Par contre, je compensais ces heures-là perdues de cours par le travail. Ben, j'avais une maison à payer, les réalités de la vie. Quel âge? J'avais 87 à 2014, c'est-à-dire j'avais 27 ans à peu près, là, fait que 26-27 ans quand je suis retourné à l'école. Fait qu'une maison à payer. Puis c'est ça, je compensais les heures en travaillant un peu plus. Donc, ce qui me laissait à peu près 2 jours pour faire mes travaux. Puis ça m'insultait un peu parce que des fois... J'arrivais en classe, j'avais des notes correctes. Je savais que j'étais bon, mais j'avais des notes correctes parce que c'est ça, j'avais pas de temps accordé. Puis c'est juste un collègue de classe une journée qui me dit « Écoute, regarde, t'as Chantal qui a passé 40 heures sur tel projet, elle a passé 80 heures sur l'autre, puis dis-toi combien de temps que tu aurais consacré. » Je dis « mon samedi, mon dimanche, tu sais. » Mais il dit « C'est ça, il dit, tu peux pas te comparer avec ces gens-là. Puis c'est pas pour dénigrer n'importe qui dans ma classe, mais... le résultat scolaire n'est pas signe de réussite suivante, tu sais, parce que, bon, il y en a probablement qui sont même pas dans le milieu aujourd'hui, qui avaient des meilleurs scores en classe que moi. Ça n'a aucune corrélation, je pense, entre les deux. Là, l'école, c'est là pour te faire un petit baluchon de connaissances. Puis la beauté de l'école, contrairement à apprendre sur le tas, c'est que tu as une structure. Tu commences du point tu sais zéro. Quoi faire, tu sais quoi les étapes. Okay. Exact. Puis tu passes, tu sais, pour les gens, parce que c'est pas tous des gens de construction comme moi quand j'ai commencé le cours, c'est que tu apprends le bâtiment. Fait que tu peux déceler des endroits où tu es plus à l'aise ou où tu as plus d'affinité. Fait que tu touches vraiment au bâtiment, de la mécanique électrique, structure, que ce soit bois, acier, béton, le civil. Fait que tu vois vraiment l'ensemble du bâtiment, puis ça t'aide après ça à comprendre. Parce que quand tu réalises après ça que tu es en estimation puis que tu fais même du système intérieur, ben, le système intérieur a un impact sur la structure. Le bâtiment, c'est une boîte. Fait que je pense que c'est important de la comprendre. Fait que c'est ça. Ça, c'est comme ça que je me suis lancé en estimation. Estimateur, ça veut dire quoi être estimateur? Genre, c'est quoi un estimateur? Un estimateur, c'est que... On parlait de définition des mots. Ouais. Un estimateur, à faire attention parce que souvent, les gens ils mélangent entre inspecteur, évaluateur et estimateur. Ouais. Un estimateur, c'est quelqu'un qui va interpréter les plans et devis puis qui va leur attribuer une valeur. Si je peux le faire grossièrement, une valeur de coût de construction. Okay. Donc, c'est ça, grossièrement. Donc, en gros, tu passes à travers les plans, tu décomposes en corps de métier, enfin en lots. Ouais. Puis après, tu décomposes chaque lot, puis tu fais des take-off, tu comptes la quantité de matériaux. Puis ensuite, tu t'estimes combien de temps ça va prendre. Puis la productivité dont tu parlais, c'est... La productivité, c'est le temps que ça va prendre à quelqu'un d'établir une tâche. C'est, généralement, mettons, si on parle de cloison, donc un mur en 2 pièces, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi cloison, mais on va établir ça en pieds carrés. Ouais. Donc, pour une cloison standard, joint des 2 côtés, gyps des 2 côtés, montant métallique, lisse sablière, on parle de 0.042
du pied carré, 0,042 heures du pied carré pour un homme. Ça, c'est sa productivité. Donc, c'est pas monétaire, c'est vraiment un paramètre de temps. Donc, ce paramètre de temps-là, tu le multiplies fois le taux horaire. Fait que ça va donner un coût unitaire de main-d'œuvre. Puis ce coût unitaire-là de main-d'œuvre, tu vas le faire multiplier par ta quantité. Évidemment, à travers de ça, c'est que tu vas avoir un facteur de complexité. Pourquoi? Parce que ton 0,042, c'est dans un espace optimal. Un moment optimal. Donc, ça, c'est comme... Tout est parfait. La réalité, c'est que si tu travailles 25 pieds dans les airs, ça se peut que tu aies un facteur de complexité qui s'ajoute de 30 à 40 %. La problématique, c'est pas tout le monde qui pense à ça. Il faut avoir une compréhension du bâtiment, il faut avoir une compréhension de c'est quoi l'outillage que tu as besoin pour faire telle tâche, c'est quoi les enjeux que tu as. Fait normalement, un estimateur qui se développe déjà en voyant le type de projet, école, hôpital, cinéma, maison, peu importe, tu es supposé avoir des cloches qui font en sorte que tu dis, OK, ça va être plus compliqué, ça va être moins compliqué, ça, c'est un espace, mettons un multirésidentiel, là, on parle, mettons, de 10 étages. Là, tu sais qu'au début, les gars vont avoir une certaine productivité de base, mais qu'après ça, elle va s'améliorer. Fait que ton facteur de complexité, au lieu d'être à 1 qui est le temps, disons, idéal, tu vas peut-être être à 0,90 parce que c'est du repeat, mettons, de l'étage 3 à l'étage 10, puis ils ont appris, là, les cloisons, ils n'ont même plus besoin de regarder le plan, ils tapent, ils tracent, puis ça avance, tu sais. Mais du coup, en tant qu'estimateur, toi, tu arrives quand dans un projet ou des fois, tu arrives après un projet, mais tu arrives... C'est à quelle étape du projet? Déjà, détaille-nous les étapes d'un projet. Puis ensuite, montre-nous à quel moment, toi, il faut que tu arrives dans un projet pour aider un client. OK. On a l'étape d'avant-projet où on a un besoin. On peut parler, mettons, d'un hôpital. On sait qu'on va avoir un hôpital. On sait peut-être qu'on va avoir 450 lits dedans. OK? La problématique, c'est que dans toutes ces étapes-là, en avant-projet, à aller jusqu'au moment de l'appel d'offres. Mais est-ce que tu peux nous détailler avant ça toutes les étapes? Tu sais, parce que là, tu nous dis avant-projet, appel d'offres. Moi, toi et moi, on sait de quoi on parle. Mais pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience en construction, imagine quelqu'un qui n'a pas vraiment d'expérience en construction, qui veut peut-être construire son bureau, sa clinique, un projet de zéro, de j'ai l'idée, jusqu'à le projet il est construit. C'est quoi les étapes? Puis ensuite, tu pourras détailler pour que les personnes puissent comprendre un peu mieux. Bon, disons, aujourd'hui, le gouvernement du Québec veut développer un projet. Fait que le gouvernement a une idée. Donc, on est au niveau de l'avant-projet. OK? C'est-à-dire, on n'a rien fait encore. Il n'y a rien qui est fait. Exact. Okay. Fait que, disons, toi, tu veux te faire construire une maison. Puis là, tu as une idée aujourd'hui. Fait que c'est quoi ta première étape que tu veux faire pour savoir combien ça coûte? Hein? Parce que le premier paramètre, c'est cool d'avoir une idée, mais tant aussi longtemps que tu ne sais pas c'est quoi le budget, tu t'en vas pas loin. Parce que moi aussi, j'en veux une belle grosse maison de 20 000 pieds carrés, mais ça prend l'argent qui vient avec la maison. Ceci étant dit, ta première étape à toi, ça va être de trouver des professionnels. Idéalement, parce que ça va te prendre des plans. Hein? Tu as beau avoir une idée, mais sans plan, il n'y a pas personne qui va pouvoir construire ton idée parce qu'elle reste juste dans ta tête. Puis moi, je lis pas ta tête, puis je connais pas grand monde. Même que dans ta tête, peut-être qu'elle n'est pas définie clairement non plus. Non, ça c'est certain. Puis c'est pour ça que c'est important d'aller chercher des professionnels. Des professionnels, c'est quoi? C'est qui des professionnels? Genre, c'est quel métier? Architecte, ingénieur. C'est sûr, pour une maison, on peut parler d'un technologue. Prenons un exemple, par exemple, quelqu'un qui est un médecin qui veut ouvrir une clinique avec 10 salles d'examen, supposons. La même chose pour lui, hein, il va falloir qu'il ait une idée dans sa tête, qu'il consulte un architecte. À voir maintenant si l'architecte offre de fournir autour de lui les autres professionnels qui peuvent être l'ingénieur en structure, l'ingénieur en mécanique, l'ingénieur en électrique, ou que de lui-même va faire ce démarchage-là. Ça peut revenir à lui. Ceci étant dit, il pourrait même aller voir un entrepreneur général. Déjà à la base. Design build, genre, qui fait. Exact. L'entrepreneur général qui va prendre en charge de la conception jusqu'à la livraison. C'est quelque chose qui peut être fait. Mais, dans quelque chose de standard, il va aller voir le professionnel. Puis là, il va dire au professionnel, voici mon budget, puis voici ce que j'ai comme idée. Puis professionnel, pour résumer, c'est architecte, ingénieur, designer, tous ces groupes-là qui sont en avant-projet pour sortir ton plan de ta tête et le mettre sur papier. Exact. Par contre, il y a un enjeu au niveau des professionnels, puis souvent les gens ne le comprennent pas, c'est que certaines envergures de projets, puis certains types de projets, c'est un architecte, certains autres types de projets, de préférence un architecte, mais tu peux prendre un technologue professionnel. Certains projets peuvent être faits par une designer.
puis je crache pas sur les designers, je sais pas s'il y en a dans ton entourage ou quoi que ce soit, mais généralement, ce que je me rends compte, c'est que les designers, de mon propre opinion, là, ça représente aucunement l'opinion d'aucune des associations que je suis dans, ni de mon équipe, mais designer, pour moi, c'est quelqu'un qui définit le design, le look. Donc, les finis de plancher, les couleurs, les trucs comme ça, puis tout. Puis ce que je me rends compte, c'est qu'ils forcent à faire des plans. Puis dans leur plan, ils embarquent la mécanique, mais il n'y a aucune définition de rien. Ils embarquent l'électricité, mais il n'y a aucune définition de rien. Ils choisissent des luminaires, mais ils ne savent pas si le bâtiment a la capacité ou des trucs comme ça, puis tout. C'est pour ça qu'ils doivent travailler en collaboration avec les autres professionnels? Oui, mais c'est pas ce qui se passe. T'sais, j'en reçois des projets là, que c'est juste designer de A à Z, puis c'est genre une clinique dentaire, mais clinique dentaire, tu as des besoins en air comprimé, parfois avec des trucs hydrauliques, il n'y a aucun calcul qui est fait, puis là, oups, voici l'entrepreneur général, il faut que tu me calcules le prix. OK, fine, mais c'est dangereux. OK? Donc, revenons. Avant-projet professionnel, ce qui est reconnu dans le milieu, c'est que les professionnels font leur propre budget. Peu importe l'étape d'avancement, fait que tu es en avant-projet, il va y avoir des croquis, il va y avoir des idées mises sur papier, puis il y a des valeurs qui peuvent être attribuées à ça. Je te donne un exemple. Tu sais, mettons, tantôt tu me parlais d'une clinique, un médecin qui va ouvrir une clinique. Exact. Ben ils vont peut-être parler en termes de salle. Fait qu'ils vont peut-être dire, bon, ben une salle, c'est, je lance des chiffres, je ne vais pas me faire lancer de rush si on me croise dans la rue, OK? Mais on dit peut-être une salle, c'est, je sais pas moi, 50 000 $ de la salle, tu as 10 salles, c'est 10 fois 50 000, ça donne 500 000 en aménagement. OK, fait que ça, tu es vraiment à l'étape d'avant-projet. En avant-projet, on va vraiment parler en salle. Quand c'est le temps d'un hôpital, on va parler en lit. Quand c'est le temps d'un stade, on va parler en siège. Tu comprends? Fait qu'il y a une valeur qui est attribuée à un item X qui définit une valeur globale du projet. Puis ça, c'est quand on est juste quand tu as une idée pour savoir si ton budget est réaliste, si tu peux te lancer dans le projet ou non avant de commencer à payer des professionnels pour faire des plans. Oui, c'est ça, mais il n'y a jamais personne qui va pouvoir se faire tenir, tu sais, comme... par un juge de dire « Hey, écoute, ton chiffre n'est pas bon, on est en avant-projet. » Oui, il n'y a rien de dessiné, il n'y a rien de décidé. On ne parle même pas de high-level budget, là. C'est même pas un budget de haut niveau, là. C'est juste des valeurs X attribuées à un item qui selon moi, ça ne fait pas de sens. Ceci étant dit, je pense qu'à ce niveau-là, l'estimateur n'a aucun intérêt. En avant-projet comme ça, quand il n'y a rien de dessiné, à moins qu'il y ait vraiment un bagage de data attribuable à un type de projet X. Mais sinon, personnellement, au niveau du bâtiment, je ne peux pas parler pour les gens de civil, voirie, puis tout ce qui est l'infrastructure des ponts et tout. Mais au niveau du bâtiment, je pense que si tu n'as aucune plus-value, je pense qu'on ne devrait pas rentrer à ce niveau-là. Après ça, il commence à avoir des croquis. Puis tu disais aucune plus-value, tu ne devrais pas. C'est quoi plus-value? Plus-value, c'est de dire que à ce niveau-là, il y a tellement d'impondérables que le travail soit fait par un estimateur ou par le professionnel. Ça change rien. Pour moi, personnellement, là, encore une fois, c'est mon opinion personnelle, je pense qu'on n'a pas de plus-value. Sauf le fait de dire que on est un estimateur, on sait comment que tout le reste de la strate se passe. Donc, on pourrait avoir une meilleure vision sur l'échéancier, sur la préparation de tout ça qu'un professionnel. Okay? Par contre, après ça, les sketchs commencent à se développer. Puis là, on a plusieurs étapes, puis tout dépendamment d'une boîte à l'autre, ils n'ont pas toutes les mêmes étapes. Mais on peut croiser du 20%, du 30%, du émis pour permis, du... Ça veut dire quoi, du 20%, du 30%? C'est le niveau d'avancement des documents. OK. Tu sais, les professionnels, architectes, ingénieurs, peu importe la boîte, parfois, ils vont émettre certaines révisions de plan. Yes. Donc, à des pourcentages d'avancement différents. Tu sais, il y en a qui vont faire 25, 50, 75, 100%. 100% émis pour soumission généralement. Mais il y en a, parfois, tu sais, tu vas croiser un plan, puis c'est écrit émis pour permis et soumission. Mais je suis comme, attends, émis pour permis, généralement, tu es à 50%. Plus ou moins, ça va dépendre des boîtes, encore une fois, ça va dépendre de la volonté de l'architecte, puis des autres professionnels. Ceci étant dit, pour moi, tu ne peux pas être en appel d'offres en même temps que tu n'as pas finalisé tes plans. Ouais, okay. Ça fait pas de sens. Fait que quand on regarde l'estimation puis les classes d'estimation, ça découle en 5 phases. Donc, on a l'avant-projet. Puis après ça, on a les classes, peu importe comment tes appels soient numériques ou avec les lettres. Classe A, B, C, D ou 1, 2, 3, 4. C'est des niveaux de précision qui sont variables. OK, je ne les connais pas par cœur, mais on parle d'une variation en dessous d'un montant jusqu'à plus que le montant. Mettons, je pense une classe A, c'est de moins 5% à plus 10%, ce qui veut dire que, mettons, pour un truc de 1 million, ben on peut être de 995 000 au niveau du budget jusqu'à 1 100 000
Donc, le moins 5% à plus 10%, puis normalement, on est dans le bon range. OK? Ceci étant dit, puis on en a parlé avant le podcast, c'est que le client qui a un projet désire avoir une estimation classe A ou une classe B ou une classe D, peu importe. Puis classe A, du coup, tu disais, pour résumer, classe A, c'est moins 5 à plus 10. Ouais. Puis les autres types de classes? Ben, je les connais pas par cœur, puis je dirais pas me fourvoyer, puis je vous invite. Plus tu montes de A à B, C, D, moins c'est précis. Exactement. Okay. Fait que, normalement, un projet qui est bien fait, ça devrait vraiment avoir un budget à plusieurs étapes pour s'assurer qu'on est vraiment sur... Donc, classe D, ça va être genre 50% des plans du professionnel. Par exemple. Une classe D, tu vas peut-être être à 20 à 30%. 20 à 30%, puis on peut parler de plus ou moins 25 ou 30%. Tu parles d'écart? Ouais, exact. L'écart, non, à ce niveau-là, je pense que tu es plus à moins 30% jusqu'à plus 50%. OK. Avec 20-30% des plans établis, donc des plans d'architecte et tout ça. OK. Ouais. La problématique que tu as là-dedans, c'est que ton plan d'architecte peut être avancé à ce niveau-là, mais tu n'as aucun autre plan en électromécanique. Ben parce que les autres, ils dépendent de l'architecte. Avant de pouvoir commencer, il faut que l'architecte il ait un certain niveau d'avancement. 100%. Donc, comment qu'un estimateur peut garantir qu'il livre une classe D finalement? Fait que tu as l'organisme qui s'appelle l'AACEI, qui est Association of Advanced Cost Engineering ou quelque chose comme ça, international, qui, elle, établit justement les paramètres de ça, qui dit que grossièrement, il faut que tu te montres une espèce de charte qui dit, ben ici, je suis à tel niveau au niveau de l'architecture, là, je suis à tel niveau au niveau de l'électricité. Puis quand tu suis ta charte, tu es capable de dire, même si c'est une volonté de classe B avec les documents que j'ai aujourd'hui, le plus haut niveau que je peux te livrer, c'est pas B, mais c'est D. Donc, c'est à l'estimateur de déterminer ça, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a tellement d'impondérables. Puis c'est ce que je disais avant, quand on jasait, juste avant qu'on commence le podcast, c'est que dans le document, ce que ça dit, puis c'est quand même un organisme reconnu à l'international, c'est que quand tu travailles dans les classes d'estimation, l'estimateur a une obligation d'effort et non de résultat. Parce qu'on arrive même avec une classe A, il y a des trucs qui peuvent changer, le marché peut avoir changé, le géopolitique peut avoir changé, il y a plusieurs choses. Par exemple, pendant Covid, juste l'exemple du bois pendant Covid qui a fait genre... Puis toi, tu sais, si tu as fait le truc il y a 2 ans, puis là, tu arrives pendant Covid, ben, ton estimé, il tient plus la route parce que tu l'as fait il y a 2 ans. Exact. Puis tu auras beau mettre une enveloppe de risque quand tu fais un projet pour dans 2 ans, parce que, bon, évidemment, un projet que tu fais là, généralement, tu vas mettre une contingence qui est une enveloppe de protection, que tu as essayé plus ou moins de chiffrer. Mais une enveloppe de risque, c'est pour dire, hey, dans 2 ans, 3 ans, X nombre de temps, il y a des choses qui vont arriver, puis il faut que j'ai une réserve pour le risque, tu comprends? Donc, pour retourner sur notre médecin avec ses 10 salles. Oui. Donc, le processus, on avait avant-projet, puis avant-projet, tu embauches tes professionnels. Ouais. Donc, architecte, ingénieur, puis tu as besoin que ton architecte il ait un certain niveau d'avancement pour que tes ingénieurs ils puissent embarquer parce 100%. qu'ils se basent sur le plan d'architecture pour faire leur plan à eux. Donc, les ingénieurs, tu as ingénieur mécanique, ingénieur structure et puis ingénieur électrique principalement dans ce genre de projet. Oui. Puis ton ingénieur, si je résume bien, ton ingénieur mécanique va s'occuper de la plomberie, de la ventilation, principalement, puis ton ingénieur structure, si tu as des renforcements à faire ou si tu veux ouvrir un mur ou des trucs comme ça, un mur porteur, c'est ton ingénieur structure qui s'en vient ici. Oui. Puis ton ingénieur électrique qui vérifie que ce que son architecte il a prévu, qu'on a suffisamment de capacité ou ce qu'il faut qu'on fasse supplémentaire pour qu'on puisse supporter la capacité excédentaire rajoutée au projet, si je comprends bien. Exactement. Ok, donc maintenant on a les professionnels, une fois qu'ils ont fini leur plan. Ouais. Toi, tu arrives dans cette étape-là, tu arrives à 20% des plans d'architecture, à 30% des plans d'architecture. Parce qu'en plus, tu me disais aussi que tu as différentes classes de... Ouais. Tu sais, présentement, moi, je suis impliqué au niveau des 2 associations d'estimateurs qui sont présents fortement ici au Québec. On a le CIQS, puis on a qui est le Canadian Institute of Quantity Surveyor, en français l'Institut canadien des économistes en construction, l'ISEC. Et puis, je suis aussi impliqué au niveau de la AECQ, Association des estimateurs économistes en construction du Québec. Puis, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir une reconnaissance professionnelle. Tu sais, parce que l'estimation, oui, effectivement, l'architecte, l'ingénieur peuvent le faire. Le problème, c'est leurs données, souvent, qui ne sont pas fiables. Pourquoi? Parce qu'ils vont arriver, ils vont prendre un bordereau d'un ancien projet, ils vont aller chercher des coûts
d'un bordereau. Puis on s'entend, un bordereau, c'est une ventilation de coût. Fait que de dire à l'entrepreneur général, écoute, divulgue-moi c'est quoi ton prix de système intérieur, ton prix de plomberie, ton prix de ci, ton prix de ça. Puis il rentre en bas avec 15% d'administration profit. Mais le gars qui a le goût de mettre 30% d'administration profit, il va prendre le 15% supplémentaire puis va le diluer dans son système intérieur, sa plomberie puis le reste. Fait que finalement, ton bordereau, il est faussé. Puis toi, c'est comme ça que tu estimes, soit ça ou avec des RS Means, des Craft Book, des Design Cost Data, des INR de ce monde. C'est pas comme ça qu'on estime. C'est là que tu fais fausse route puis tu t'en vas dans un mur. Puis on travaille la reconnaissance professionnelle pour dire au gouvernement, écoutez, dès les premières phases des projets, il faut qu'il y ait un estimateur certifié qui accompagne le professionnel. Mm-hmm. C'est le professionnel au niveau des plans, c'est un professionnel dans ce milieu-là. Il est étudié pour faire de la conception. Donc, occupe-toi de la conception, fais bien ta conception, fais pas d'erreur qu'on n'ait pas 37 addendas en cours de projet, parce que ça, j'ai déjà vu ça. Fais bien ta job. 37 addendas en cours de projet, c'est quoi un addenda pour le... Un addenda, c'est une modification aux plans et devis qui arrive en cours d'appel d'offres. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu commences à travailler ton plan de système intérieur, tu as une cloison ici, l'architecte qui dit « Ah non, ben finalement, j'en veux plus de cloison là. » Fait que là, il émet un addenda. Donc, dans l'addenda, tu vas pouvoir lire finalement à l'axe, entre l'axe DE, la cloison qu'il y a là de 12 pieds de haut, on l'enlève. Ils remettent soit un sketch, un croquis, juste un petit bout de plan, qui n'est pas super le fun à travailler pour les estimateurs, ou ils remettent le plan au complet, puis là, tu es capable de le juxtaposer avec ton logiciel, puis de faire les ajustements requis, de dire, ah ben finalement, la cloison, effectivement, il décide de ne plus en mettre. Fait que moi, en tant que personne de système intérieur, je l'enlève de mon take-off, mon relevé de quantité, puis j'ai plus besoin de la chiffrer. Fait que c'est vraiment une modification plans et devis en phase d'appel d'offres. OK. Puis, supposons maintenant, donc tu as ton avant-projet, tu as ton projet où tu fais ta planification. Ouais. Ensuite, une fois que tes plans ils sont à un certain niveau d'avancement, supposons 50% pour l'architecture, là, ils sont prêts pour émission pour permis. Puis après, plus tu avances, plus tu peux avoir des budgets plus serré, plus ta classe elle va diminuer, du coup tu vas passer peut-être de D à B ou à C ou B. Ouais. Puis une fois que tu es vraiment très détaillé, prêt pour construction, ton plan est émis pour construction, là tu peux avoir peut-être une classe A, puis là ton budget il va être moins 5, plus 10, dépendamment. Je t'explique, au niveau des plans et des classes, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, normalement, la classe A, elle se fait du côté du maître d'ouvrage. Donc, le maître d'ouvrage, c'est le client. Soit via lui-même, si c'est une boîte un peu comme la SQI, puis qu'il y a un département d'estimation, Société québécoise des infrastructures, qui a un département d'estimation, ou via les professionnels. Parce que normalement, eux, leur budget doit suivre l'avancement des plans. Fait que plus les plans se raffinent, plus le budget se raffine. Puis de l'autre côté, on ne parle plus de classe d'estimation. Quand tu étais au niveau de l'appel d'offres, en phase de soumission, l'entrepreneur général doit déposer un prix ferme, un prix pour soumission. Donc, vraiment, normalement, le professionnel qui fait sa classe A doit se rapprocher le plus que possible au prix du marché pour s'assurer qu'on respecte vraiment les budgets. Puis c'est là, des fois, que ça échappe. Puis c'est là que, des fois, tu vas voir, mettons, sur SAO, là, qui est le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, qu'il y a des projets qui vont s'arrêter là. Pourquoi? Parce que la classe A, probablement, qui n'était pas assez bonne. Mettons, ils disent « Ah, c'est 1 million. » Finalement, ben, ça sort 1,8 million. Fait que là, ça pète le budget. Fait que ce qu'ils décident, c'est qu'ils arrêtent l'appel d'offres. Ils ne feront pas le projet cette année. Ils vont essayer de retravailler soit les plans et devis pour flipper le projet puis repartir en appel d'offres. C'est un peu ce qui est arrivé avec les logements étudiants de l'Université Laval. C'est que quand nous, on a travaillé le budget, c'était la 3e fois qu'ils partaient en appel d'offres. Nos chiffres doivent être pas si pires parce que le projet est en réalisation présentement. Là. OK. Puis... maintenant, une fois qu'ils construisent, est-ce que toi, tu fais des suivis aussi pendant la construction? Est-ce que tu as un avantage à être là en construction ou est-ce que c'est pas nécessaire? Je te dirais que, ici, on a le chargé de projet qui devrait faire ce travail-là. Par contre, au niveau des estimateurs, on a un métier qui s'appelle l'économiste. L'économiste de construction, habituellement, il travaille en contrôle de coût. Évidemment, en contrôle de coût, qui doit contrôler les clous? Pas les clous, tabarouette, ça va pas bien. Les coûts. Les coûts, celui qu'il faut qu'il contrôle les coûts, c'est le maître de l'ouvrage, c'est son portefeuille. Donc, évidemment, l'estimateur... Le maître de l'ouvrage, c'est le client. Oui, le client. La personne qui fait le projet. Exactement. Lui, il a intérêt à contrôler les coûts. Donc, lui, il a l'intérêt à engager un économiste. Donc, l'économiste, généralement, dans ses tâches, il va venir, en passant, c'est lui aussi qui va venir faire généralement l'avant-projet parce qu'il y a tout le data d'exécution. Ouais. Mais c'est lui qui va venir contrôler les coûts. Donc,
quand il y a un addenda qui sort, normalement, pas l'addenda, excuse, la directive, parce qu'on est en exécution. Ouais. Donc, quand il y a une directive qui sort... Donc, addenda, c'est en appel d'offres. Directive, c'est quand le projet a commencé, puis là, on fait un changement. Exactement. Quand tu as une directive, après, ton entrepreneur général, il te fait un changement d'ordre, puis là, c'est là que tu as tes extras qui sont calculés à partir de ça. Exactement. Donc, la personne qui est en contrôle de coût, normalement, devrait chiffrer ça aussi pour voir si le montant est juste ou s'il faudrait avoir une négociation. Un des premiers mandats qu'on a fait, nous autres, c'était avec la STM en 2021. Puis imagine, là, à ce moment-là, Précision DP, on est une petite boîte, on est 3 avec une adjointe dans un semi-sol à Saint-Eustache. Puis on travaillait les centres de transport de la STM. Fait qu'on venait, puis on challengeait genre des extras de Pomerleau. Non, mais c'est impressionnant, ouais. Sauf que la STM a aimé ça, puis ils ne s'attendaient pas à voir ce genre de détails-là. Tu comprends? On va dans le détail toujours. Moi, je travaille toujours les projets, peu importe on est à quel niveau. La STM, là, c'était le maître d'œuvre qui t'a embauché toi. Oui, exactement. Okay. Eux autres, ils disaient, bon, ben ils ont ouvert un appel d'offres en service professionnel sur SEAO, puis là, ils cherchent justement une boîte d'estimation pour faire un accompagnement de 6 mois. Mm-hmm. Fait qu'on les a accompagnés, c'est nous autres qui avons apporté l'appel d'offres, c'est un gré à gré. Pour travailler avec eux pendant 6 mois. Puis vraiment, ils ont été surpris de voir qu'une petite boîte comme ça faisait ce genre de travail-là. Puis la beauté, comme je te dis, c'est qu'à chaque fois qu'on le travaille, on découpe le projet comme si on représentait l'ensemble des entrepreneurs. Fait que si tu as un extra en tant que général, ben là, je vais arriver, puis là, oups, OK, je te fais un prix de plomberie parce qu'il y a de la plomberie, je te fais un prix de ventilation, je te fais un prix d'électricité. Vraiment, comme à chaque fois qu'on fait le prix, on vient mettre le chapeau de chacun des entrepreneurs, les mobilisations, les contingences, la manutention. Est-ce que tu pourrais expliquer justement en tant que, pour un client novice, parce que tu es un entrepreneur général, ouais. Pendant la construction, c'est qui les acteurs principaux? Parce que j'imagine que pour quelqu'un qui n'est pas en construction, c'est difficile de comprendre. Tu as l'entrepreneur général, puis tu as tous les sous-traitants. Puis donc, est-ce que tu pourrais expliquer cette structure quand la construction a commencé? OK. Quand la construction a commencé, évidemment, ben, tu as toujours le maître d'ouvrage, le client, puis tu as le maître d'œuvre qui est l'entrepreneur général, donc celui qui remporte le contrat. Généralement, dans un contrat standard, c'est l'entrepreneur général qui, lui, en dessous de lui, il y a tous les entrepreneurs spécialisés, puis parfois même ces entrepreneurs spécialisés-là, ils ont d'autres spécialisés en dessous. C'est quoi un entrepreneur spécialisé pour donner des exemples, pour que les gens visualisent? L'entrepreneur spécialisé, ça peut être un charpentier-menuisier, une entreprise de charpenterie-menuiserie, ça peut être une entreprise de plomberie, une entreprise de ventilation. Un spécialisé d'un spécialisé, ça pourrait être la personne qui fait le balancement. Pourquoi? C'est quoi du balancement? C'est qu'au niveau de la ventilation, quand on a... Là, je cherche ici, j'en vois pas. On pas ici. Il y a une thermopompe, c'est bon. Mais on a des diffuseurs d'air, il faut balancer le débit d'air qui sort. Donc, l'entrepreneur ventilation, même lui, a des sous-traitants. On pourrait passer aussi au calorifugage. Calorifugage, c'est l'entrepreneur qui vient isoler les conduits de plomberie, les conduits de ventilation comme ça pour éviter de la condensation. Donc, vraiment, c'est une belle grande pyramide où tu as l'entrepreneur en haut, qui est l'entrepreneur général. Puis lui, tout dépendamment s'il y a des corps de métier ou non, c'est soit juste un broker, c'est-à-dire qu'il vient juste gérer la job. Hein, il ramasse les prix de tout le monde, fait un package, met ses charges générales. C'est lui qui gère tous les contrats, c'est lui qui gère l'administration, c'est lui qui gère l'échéancier, c'est lui qui gère tout. C'est lui qui prend la chaleur si jamais il y a un problème. Exact. Tu comprends? Puis je veux pas embarquer dans les règlements et tout, mais des fois, si tu fais un chantier ici, mettons dans ton bureau, puis que... il y a quelque chose qui se passe sur le mur à l'extérieur, puis c'est un autre contrat. Vu que toi, ici, tu es le général, puis que l'autre contrat, c'est directement un spécialisé, s'il y a une infiltration d'eau par le spécialisé qui n'est pas en lien avec ton contrat en tant que général, tu pourrais être poursuivi. Parce que c'est une responsabilité de général. Okay? C'est arrivé à un de mes clients, un projet, sa cliente a décidé de ne pas le prendre pour la maçonnerie à l'extérieur. Elle l'a donné directement à un de ses amis. Lui était le général qui s'occupait des travaux à l'intérieur des réaménagements du logement. Elle l'a payé, le maçon, il est parti, le général finit sa job, il y a une infiltration d'eau par la maçonnerie, puis il a été tenu responsable parce que c'est lui qui devait chapeauter les deux projets en tant que responsable entrepreneur général. Long story short. Comme je te dis, tu es l'entrepreneur général en haut. Lui, sa responsabilité, c'est d'inviter des entrepreneurs spécialisés à soumissionner son projet pour avoir le meilleur prix possible. Pourquoi le meilleur prix possible? On ne peut pas dire le juste prix, on ne peut pas dire le prix médian ou moyen ou peu importe, parce qu'ici, dans notre culture, c'est le prix le plus bas soumissionnaire conforme. Ça, c'est pour les projets institutionnels.
Ouais, mais je te dirais, toi, demain matin, va te construire un bâtiment, tu vas aller chercher celui qui est 2 millions ou celui qui est 1,5? Ouais, bon. Justement, ça aussi, je voulais qu'on rentre dans cette explication. Parce que je veux aussi, vu que tu es estimateur, que tu puisses expliquer aux auditeurs comment... Tu sais, pourquoi il y en a un qui peut arriver à 1,5, pourquoi il y en a un qui pourra arriver à 2,5, tu sais. Et genre, que la personne, elle comprenne que probablement que tu t'expliques là, mais probablement le gars à 1,5, il y a quelque chose qu'il n'a pas mis dans ses... Mais je te laisse expliquer. Il y a tellement plusieurs choses. Tu sais, un grand sage me dit un jour, si tu remportes un projet, c'est parce que tu as oublié quelque chose. Assure-toi que ce quelque chose-là ne vale pas trop cher. Deuxième parole d'un grand sage que j'ai eue, c'est « Danny, on va être 30 à sortir la même job. Si personne ne fait d'erreur majeure, on va avoir 5% de différence sur nos quantités. » Ce qui te permet de comprendre qu'un projet, ça ne se gagne pas sur les quantités. Donc, si ça ne se gagne pas sur les quantités, ça se gagne sur quoi? Ça se gagne sur le fait que tu as oublié quelque chose, première des choses. Parce que si tu as oublié un make-up air unit à 750 000 puis que l'autre l'a prévu, ben, tu es déjà 750 000 dans le trou. Okay? Après ça, sur quoi ça vient jouer, c'est tes relations. C'est plate, là. C'est plate, c'est pas qu'est-ce que tu sais, mais c'est qui tu connais. Parce que tu as, tes relations, 2, tes volumes d'achat. Donc, tes relations, pas pour plugger mon chum Félix Hamel avec sa business Costivio, mais quand tu as des relations comme ça, puis que tu es capable de payer un prix en bas du marché comparativement à partout ailleurs, ça te donne une longueur d'avance par rapport à tes compétiteurs. Mm-hmm. Deuxième chose, si tu ne fais pas affaire avec ce genre de business-là qui est business qui est apparu il y a 1 an ou 2, qui va changer le monde de tout ce qui est la fourniture de matériaux. Mais disons, mettons tes clients chez Manu-Gyps. Tu achètes, toi, 250 000 par année, puis moi, j'achète 2,5 millions. Est-ce que tu penses qu'on va avoir les mêmes rabais de volume d'achat? Non. Est-ce que c'est tout le monde qui applique leur rabais de volume d'achat sur leur prix de soumission? Non. Il se laisse peut-être une marge en négociation quand ça va être le temps de signer le contrat. Mais ceci étant dit, de base, tu as peut-être 10%, moi, je n'ai peut-être 35%. Mm-hmm. Là-dessus, ça se joue. Puis le dernier point, je te dirais, qui est critique, c'est la vision de la job. Fait que la vision de la job va venir influencer tes productivités des hommes, mais aussi tout ce qui est manutention. Hein? Ta manutention, c'est quoi? C'est ta perte de temps. Fait que tu travailles sur 20 étages, ben, il va falloir que tu manutentionnes ton stock sur 20 étages, tes outils, tes coffres à outils, tes échafauds, tes trucs, tout ça. Puis tes mobilisations, ben, c'est le temps que tu arrives la première journée, tu sais, parce que l'idée des gens de regarder la RS Means de ce monde puis tous ces outils-là que j'apprécie, mais c'est que ça donne une productivité quand tu es là prête avec tes outils. La première journée, quand tu commences, tu n'es pas installé. Puis... Dépendamment du projet aussi, pas juste la première journée. Après, le temps de te mettre en place, de comprendre le projet, de former tes gars. Peut-être qu'il y a un gars, il est malade, qu'il y en a un autre qui doit venir, lui, il doit se faire... Ouais, du coup... Oui, tu sais, souvent, je prends comme exemple dans les formations que je donne, un exemple que j'ai eu d'Alexandre Champoux de Sivalgo. Qui m'avait parlé de son produit au début, puis il dit, tu sais, Danny, il dit, tu vas demander à un contremaître d'aqueduc combien de pieds linéaires, de mètres linéaires, parce que les autres parlent en mètres, excuse-moi, combien de mètres linéaires qu'il fait par jour. Il va dire, j'en fais 15. Il dit, tu t'installes la première journée, il n'en a pas fait un. Le jour 2, il en a fait, mettons, je sais pas moi, 10. Le jour 3, il en a fait 13. Le jour 4, il en a fait 15. Fait que finalement, c'est pas 15 qu'il aurait dû dire. 15, c'est quand il a atteint son prime. Il aurait dû faire une moyenne de tout ça. C'est un peu à ça que Sivalgo sert. Ceci étant dit, c'est juste pour démontrer qu'une mobilisation, ça prend du temps. Puis ce temps-là va affecter ta productivité. Fait que soit tu viens mettre une productivité qui est moins rapide, à ta guise, tu joues tes chiffres comme tu veux. Moi, j'aime mieux avoir juste une ligne qui s'appelle mobilisation, démobilisation, qui prévoit un montant X pour l'installation de chantier qui est effectivement variable d'un entrepreneur à l'autre, d'une équipe à l'autre, puis d'un type de projet à l'autre. Donc, c'est vraiment là que ça va jouer. Ça va se jouer sur les charges générales, combien que toi, ça te coûte d'assurance par tranche de 1 000 $, combien ça te coûte de cautionnement, combien tu prévois de contingence, est-ce que tu dois payer du transport d'hommes, hein, parce qu'on a les charmantes conventions collectives. Après un certain nombre de kilomètres, il faut payer un transport d'hommes. Après un autre nombre de kilomètres, il faut payer le GT couvert. Le GT couvert, c'est la pension. Donc, les gars, il faut qu'ils soient logés, nourris. Ils reçoivent un montant sur leur paye pour ça. Fait que tout dépend de ta vision de la job. Puis encore une fois, des prix que tu es capable d'avoir pour... Si on se met dans la peau du médecin qui... comment dire? Du médecin qui ouvre sa clinique. Si on se met dans la peau du médecin qui ouvre sa clinique, ouais. Comment lui, il peut... Supposons qu'il reçoit... Il a ses plans qui sont... Une grosse supposition, mais supposons qu'il ait ses plans qui soient prêts à 100%. Ouais. Comment lui,
ce médecin-là, il peut comparer les soumissions de genre 3 généraux qu'il va recevoir, puis s'assurer que, tu sais, pourquoi il y en a un qui a 1 million, pourquoi il y en a un qui a 800 000, puis pourquoi il y en a un qui a 1,5 million. Tu sais, comme, tu sais, je sais que c'est difficile de, mais des cas généraux, tu sais, comment tu pourrais expliquer à cette personne qu'est-ce qu'il faut qu'il regarde, les points principaux qu'il faut qu'il regarde, ou est-ce qu'il faut qu'il aille te voir chez Précision DP? Je dirais oui, il faut qu'il vienne me voir. Mais maintenant, pour le médecin, ce que je dirais premièrement, c'est trouve les bons professionnels, puis eux autres vont pouvoir t'accompagner là-dedans. Ça part de là. Deuxième des choses, évidemment, c'est que quand on va demander des prix, il faut structurer nos attentes. C'est-à-dire que moi, je pourrais arriver aujourd'hui et déposer un prix à 1,5 million, puis je te dis, hey, c'est 1,5 million, voici, merci, bonsoir. Là, tu regardes ça, tu es comme, OK, cool, mais encore. Alors que tu pourrais recevoir une autre soumission qui dirait, c'est 1,5 million, voici mes inclusions, voici mes exclusions, puis voici les documents que j'ai considérés pour te produire l'appel d'offres. Là, toi, tu regardes ça, tu dis, OK, j'ai tous les plans qu'on a déposés, j'ai toutes les révisions, les addendas sont annotés. Le gars, il me donne ses inclusions, ça fait du sens, ça représente le projet. Puis c'est pour ça que pour le client, ça devient dur. C'est pour ça que je remets la responsabilité aux professionnels, que ce soit des professionnels de conception comme l'architecte, l'ingénieur, ou des professionnels d'estimation comme l'estimateur, l'économiste, mais qui va regarder ça, puis que lui, déjà, il va déjà avoir établi l'étendue de travail, puis de dire, est-ce que c'est représentatif? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui manque? Parce qu'une fois que tu as les plans qui ont été stipulés, puis tu sais, on s'entend, si la personne a écrit, ben selon les plans émis pour soumission, puis tu sais qu'il y a 3 addendas, tu sais, qui sont pris, ça se peut qu'ils ne soient pas bons. Tu as 2 options. Soit tu retournes le voir si tu trouves que son prix est bon, puis tu as une bonne relation avec, puis tu te dis, écoute, tu peux ajouter ton prix selon les documents qui te manquent? Ah, excuse-moi, je les ai loupés. OK, tu ajustes ton prix, puis là, finalement, il est dans le target ou il n'est plus dans le budget. Mais, idéalement, tout va reposer dans les inclusions, les exclusions. Est-ce que ça représente l'étendue de travail que tu as demandé dans les plans? Est-ce que ça représente le projet? Fait que c'est pour ça que c'est important, puis tu sais, j'ai enseigné dans les cégeps, j'ai enseigné dans des associations de la construction, j'ai donné des cours pour des licences à RBQ, puis c'est ce que je disais aux gars, je disais, c'est important les inclusions, c'est important aussi les exclusions. Tu sais, marque dans tes exclusions, juste une phrase simple, tout ce qui n'est pas mentionné dans les inclus est exclu. Fait que en écrivant ça, si jamais tu déposes une soumission en tant que général, puis tu as loupé la structure d'acier, mais le client va dire, écoute, je regarde ton étendue de travail, tu m'écris que tout ce qui n'est pas mentionné dans les inclus est exclu, je vois pas ta structure d'acier dans tes inclusions, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi? Puis là, tu vas dire, OK, c'était à inclure, excuse-moi. Tu t'excuses? Tu t'enlèves les mains un peu, j'ai peur d'accrocher le micro, tu t'enlèves les mains un peu, mais tu le sais que tu l'as juste échappé. Mais tu as une phase pour te protéger. Ça se peut qu'on te tasse, c'est correct, c'est des choses qui arrivent. Il y a des enjeux, c'est du relationnel, on est tous humains, hein? Même moi, après toutes ces années-là, puis plus de 3000 projets travaillés, j'en fais encore des erreurs. Je vais continuer à en faire. À chaque fois, je me mords les lèvres, puis je me sens mal, puis je me re-questionne. Je suis à ma place, je suis à mon affaire, j'ai-tu perdu des plumes? C'est juste humain, tu comprends? Mais c'est ça. Je pense que en tant que client, il faut bien s'entourer. Il faut bien se questionner. Mais je pense que nous aussi, les professionnels, que ce soit architecte, ingénieur, mais je vais parler pour ma propre paroisse, les économistes et estimateurs certifiés, on a du travail à faire pour la reconnaissance professionnelle de notre milieu, là. Comme ça, les clients vont être au préalable, soit qu'ils vont demander à leurs professionnels de s'entourer de nous quand ils font leur offre de service, puis au cours de projet. Sinon, eux vont venir, d'une part, aller chercher les architectes, les ingénieurs, puis d'un autre côté, venir chercher les professionnels du coût pour être bien entourés puis s'assurer d'avoir le juste coût. Parce que tu l'as dit tantôt, on ne veut pas avoir le plus cher, ni le moins cher pour les 2 enjeux que ça peut amener. Soit il y en a un qui essaie de se graisser la patte, d'en mettre trop dans ses poches, puis l'autre qui a peut-être oublié des affaires, mais on veut avoir le juste coût pour notre budget. OK. Puis, justement, t'as un client qui, supposons que le médecin, justement, il veut commencer sa clinique. Comment un client peut savoir, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que mon budget, déjà, il est réaliste? Parce que, tu sais, supposons le médecin, il a 400 000, puis il a une idée dans sa tête, puis son idée, c'est peut-être 1 million. Tu sais, comment, avant même d'avoir fait des plans, est-ce qu'il peut aller voir un estimateur? Est-ce qu'il peut aller voir quelqu'un qui peut lui dire, OK, pour ce que tu as dans ta tête comme idée, pour le nombre de... Tu sais, est-ce que la personne va prendre un input sur ce que le gars il veut réaliser, puis après lui dire, OK, ben pour ce que tu as en idée, pour ce que tu as dans ta tête, peut-être qu'il faut que tu révises ça, parce que ton budget, ça va plus ressembler à du $200 du pied carré ou du $250 du pied carré. Tu sais,
qui peut aller voir ce médecin-là pour savoir que son budget initial qui se planifie dans sa tête est raisonnable avant d'aller lâcher 5 à 10% du coût total dans un architecte pour après se rendre compte, en fait, j'ai pas les moyens pour faire ce projet-là et je viens de dépenser 20 000 $ d'architecte. La première étape, ce que je te dirais, c'est que s'il lève le téléphone puis il y a des gens qui donnent des prix au pied carré, tout de suite passe au prochain numéro. Le danger que j'aime pas dans les coûts au pied carré, c'est que, OK, tu fais une boîte carrée, tu dis c'est 250 $ du pied carré, OK, mais tu as un plafond en tuiles acoustiques, tu as un plafond en gyps, tu as un steel deck apparent, as-tu besoin de lignifuge, tu peintures-tu ton steel deck apparent? Mais si c'est pas encore tout ça. Non, mais tu comprends, c'est parce que on se dit aujourd'hui c'est 250 $ du pied carré. La réalité, c'est que si tu mets pas ton plafond, t'as pas de cloison de verre, t'as pas de ci, t'as pas de ça, t'es peut-être rendu à 200 $ du pied carré. Fait que finalement, il pourrait le faire à 200 $ du pied carré son projet. Mais toi, tu viens de dire c'est 250. Puis à l'inverse, si finalement, il va y avoir de la cloison vitrée partout, il va y avoir des tuiles acoustiques noires, il va y avoir un plancher en époxy. Puis là, oups, tu as dit 250 $ du pied carré, il dit OK, c'est good, je pars avec ça. Puis finalement, il arrive à la fin, c'est 350 du pied carré parce que tu n'avais pas les paramètres. Moi, ce que j'aime faire, personnellement, c'est que je dis au client, je regarde. Je prends mon data, puis j'extrapole avec ce que j'ai. Fait que j'ai dit, voici. Moi, j'ai un bâtiment X, il me revient à 250 $ du pied carré. Pour reprendre ce même chiffre-là, voici les paramètres du bâtiment. On a, mettons, un multirésidentiel, les planchers sont en vinyle clic dans les logements, il y a du tapis dans les corridors, il y a la céramique dans le hall d'entrée, blablabla, blablabla. Armoire en mélamine, c'est généralement des 2, 3,5. Il y a 30% de maçonnerie, 70% de revêtement métallique. C'est une toiture EPDM. Des cossins comme ça, puis je check ça, c'est tel prix du pied carré. Après ça, je donne 2-3 exemples comme ça, puis là, lui est capable de se faire une idée. OK, mon projet se situe où là-dedans? Parce que je repose sur du data. C'est pas juste un chiffre à X $ du pied carré, tu comprends? Il y a des paramètres autour de ça. Fait que le client peut se faire une idée de dire, OK, ben si je décide de faire un service logement, peut-être je vais y aller plus vers cette chose-là, avec ce paramètre-là. Fait que, OK, la variation de Danny, c'est de 245, mettons, à 275 $ du pied carré. Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Ça repose sur quelque chose avec du paramétrique. Du coup, si quelqu'un a besoin, s'il y a quelqu'un a une question, tu sais, si ce médecin-là, il se demande, OK, combien ça va me coûter avant même que j'ai fait des plans, il va avoir quelqu'un comme toi qui fait de l'estimation. Tu vas lui poser un certain nombre de questions pour savoir ce qu'il imagine. Est-ce qu'il va mettre des cloisons en verre? Est-ce qu'il met un plafond en gyps? Est-ce qu'il met un plafond suspendu, etc. Puis en fonction de cet estimé, tu vas aller dans ton historique de projet. Et là, tu pourras leur sortir un prix au pied carré qui a de l'allure par rapport aux données que tu as prises en amont. 100%. Tu sais, parce que encore une fois, on va tomber dans la plus-value. Il faut que j'ai une valeur pour mon client. Qui m'appelle, que je dise, ben, c'est 250 à 350 $ du pied carré. Tu raccroches, c'est fini. Puis s'il n'est pas dans le budget, ben c'est pas grave, tu t'en fous. T'sais. Moi, je veux. Puis ça, écoute, j'ai ça depuis j'ai parti en 2017. Des fois, les gens m'appellent, hey, j'ai besoin de changer mon réservoir d'eau chaude. OK, on fait de l'estimation, mais t'es dans quelle région? Ah, je suis en Estrie. Donne-moi une demi-journée. Je retourne, je la rappelle. Hey, écoute, check, j'ai un plombier dans ton coin, un de mes contacts, il peut aller te dépanner. Voici son numéro. Tu sais, je veux pas laisser les gens tout seuls, puis je veux les accompagner, tu comprends? Puis des fois, un truc comme ça ne donne pas d'argent. Mais c'est juste de... Moi, je me dis, dans la vie, si je suis mal pris, j'aime pas le feeling d'être mal pris. Donc, j'aimerais ça que si j'appelle quelque part, même si la personne ne fait pas le service, qu'elle essaie de m'aider du mieux qu'elle peut. Donc, ce médecin-là, si je donne juste un prix du pied carré, je l'aide pas. J'aime mieux donner un prix au pied carré puis dire, voici, moi, mon prix au pied carré repose sur... Puis là, je décris les paramètres. Regarde, on avait telle chose. Fait que si tu t'en tiens à ça, ton prix devrait virer autour de ça. Tu comprends? Fait qu'au moins, ça l'aide à se faire une idée. OK, ben regarde, Danny me dit que si je faisais une clinique dans ce genre-là, après ça peut se développer autrement, mais au moins, il y a un prix qui dit, selon tel paramètre, ça devrait coûter ça. Parce que tu regardes les gens, généralement, ils ne donnent pas de paramètres. Ils donnent juste un prix au pied carré. C'est pas intéressant. Ça dépend tellement de tes finis, de ce que tu en fais, la forme du bâtiment, la volumétrie du bâtiment. C'est quoi les finitions? C'est pour ça que ça devient dur dans les classes avant A de donner un prix qui est juste parce que tu n'as pas les finitions. C'est ça qui change. C'est ça qui change le prix. Exact. C'est l'affaire qui influence le plus le prix. Mais du coup, pour que cette personne, elle décide, parce que la question, c'était plus de savoir comment je décide que je vais aller de l'avant avec des professionnels si
je sais même pas combien de budget je dois planifier dès le début. Du coup, ta réponse à cette question, ça serait... De parler à un professionnel du coup. Mais non, mais c'est ça, tu sais, comme je te dis, parle avec un professionnel qui a du data, du vrai data, puis après ça, ben nous, on va être capable de dire, OK, ben écoute, c'est 250$ du pied carré, c'est quoi l'envergure que tu veux? Tu veux combien de salles? OK, mettons, je vais avoir 10 salles, comme on disait au début. OK, ben là, on prévoit. Tu sais, on peut extrapoler, mais ça dépend vraiment. Je veux jamais forcer un service à un client. Tu sais, c'est plate, mais je suis zéro vendeur. Moi, je suis transparent, je te dis ce qu'il y en est, puis tu me dis, OK, non, je veux juste avoir un prix, mettons, au pied carré. Ben là, je vais te donner un prix au pied carré avec mes paramètres à moi, mais si tu as besoin de plus, je vais aller à plus. Fait que là, tu dis, OK, bon, ben écoute, dans chacune de tes salles, tu vas avoir besoin d'un évier. Est-ce qu'on est capable de mettre de prévoir c'est quoi un coût d'un évier? Est-ce que ça l'influence notre prix au pied carré? Ah, OK, tes salles vont avoir besoin d'un lit. Bon, ben, c'est pas grave, check, lui, il va s'occuper des lits, moi, je m'en occupe pas dans le budget. Fait que vraiment, c'est sûr que ça prend un certain niveau d'accompagnement, tu sais. Je peux pas laisser filer quelqu'un qui veut juste avoir un prix au pied carré. Je laisse aller. Tu vas avoir un prix au pied carré, tu veux pas me donner un minimum d'un 4 à 6 heures que je fasse des recherches, que je t'accompagne bien. Même si c'est pas une soumission complète, là. Juste te donner un target de dire, OK, ben check. On prévoit, oui, on peut donner un prix, 250 du pied carré, mais je vais extrapoler. C'est quoi ton but? 10 salles, OK, une salle d'attente, mettons 200 pieds carrés, une réception 150, OK, des bureaux de 200 pieds carrés, on en a 10, t'es rendu à 3000, 4000 pieds carrés. Donc, en gros, ta solution pour que lui, il ait sa réponse à est-ce que je vais payer les professionnels ou non, c'est qu'ils viennent voir un professionnel du coup et qu'ils disent... que toi tu viennes et tu lui poses certaines questions pour avoir certains paramètres sur le projet pour que ton prix au pied carré ait de l'allure plutôt que je pitcher un prix au pied carré. 100%. Ça me met un peu mal à l'aise de dire ça parce que je suis consultant puis je pense que c'est cool les podcasts, là, j'aime ça, mais je veux pas que ça devienne un podcast de vente pour mes services, tu comprends? Fait que oui, idéalement, il faut qu'il se fasse... non, mais parce qu'en fait, le problème que j'ai souvent, c'est que les clients, ils ont du mal à comprendre l'importance de la question. La raison pour laquelle je pose cette question, c'est que il y a des gens, ils se disent, faut que je fasse mon projet. Ça m'est arrivé récemment, tu sais, j'ai une cliente, c'était pas un gros projet là, mais elle m'a demandé un budget préliminaire. Puis elle avait des plans préliminaires. Puis là, je lui ai donné 150 000. Puis là, 2 mois plus tard, elle me revient. Puis là, il y avait tellement de rajouts dans les plans. Tu sais, ça m'a rajouté comme 100 000 $. Puis là, on lui a même fait des plans gratuitement, entre guillemets, de mécanique. Tu sais, mais la mécanique, on lui a mis quelque chose parce que j'ai déjà eu des problèmes avec des clients dans le passé qu'ils sous-estiment souvent la mécanique parce que tu le vois pas. Du coup, tu te dis, ouais, mais quand tu le vis et puis qu'il fait chaud ou qu'il fait froid ou que c'est pas confortable, c'est très important. Du coup, tu sais, on lui a mis de la mécanique qu'on pensait qu'il était raisonnable pour son projet. Sauf qu'au final, le budget qu'elle avait, il était plus faible que mon budget préliminaire initial sur des plans préliminaires qui n'étaient pas complets, qui manquaient beaucoup d'informations. Du coup, c'est pour pas que... La raison pour laquelle je pose cette question, c'est que je veux pas qu'il y ait d'autres personnes qui se retrouvent coincées dans ce problème-là, à se dire, OK, ben j'ai 100 000 de budget. Là, je vais payer mon architecte, je le paye 5 000. Puis là, au final, le plan qu'il m'a fait... Ben, tous les entrepreneurs, ils me reviennent entre 200 000 et 250 000. Puis j'ai 100 000 de budget. Du coup, le 5 000 d'architecte, pourquoi j'ai mis 5 000 d'architecte? Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un que je pouvais aller voir dès le début pour savoir que mon prix était irréaliste et qu'il fallait que je trouve de l'argent quelque part ou que je change mes plans, tu vois? Ouais. Pour pas avoir à mettre 5 000, 10 000 $ dans un architecte alors que ton projet, quand il sera fini avec ton plan... T'as pas les sous. Exact. C'est plus dans cette approche-là, c'était plus pour cette question. Ouais. Pour pas que cette personne elle se retrouve coincée, avoir fait des plans puis pas pouvoir faire le projet. 100%. Donc, allez voir un consultant en coup. Mais oui, effectivement, tu sais, mais encore une fois, ça dépend du type d'accompagnement que le consultant veut faire. Tu sais, on est peut-être, je sais pas moi, une trentaine, une quarantaine au Québec à faire ça. Il y en a qui se spécialisent dans des spécialités. Tu sais, il y en a en système intérieur puis tout. Mais c'est ça, juste faire attention avec qui t'embarque, puis t'assurer que la personne elle repose ça sur du data, parce que n'importe qui peut arriver demain matin puis juste ouvrir RS Means puis dire c'est 150 à 250 $ du pied carré. Assure-toi d'avoir en tant que client, là, c'est ton argent, c'est ton portefeuille, assure-toi d'en avoir pour ton argent. Puis nous autres on fait ça, des fois le monde pense que c'est trop, mais c'est mieux d'être trop puis notre budget tient la route que d'être pas assez puis ça tienne pas la route, tu sais. Je me souviens je veux dire, c'est 2021-2022, je reçois un appel, puis il me dit hey, écoute, Danny, j'ai besoin d'une estimation telle classe pour multirésidentiel. Fait que je fais mon offre de service, il dit c'est trop cher.
Je dis, oui, mais moi, là, je fais juste l'estimation détaillée parce que même si c'est un classe C ou un classe D, quand je me couche le soir, je dors bien avec mes chiffres. Tu comprends? Moi, je sens que j'ai une responsabilité au-delà du chèque que je reçois là, du client. Là. J'ai une responsabilité d'avoir des chiffres qui tiennent la route quand je me couche le soir. Puis si jamais ils sont pas corrects, mes chiffres, mais sont assez détaillés pour que je les justifie. Il dit, ouais, mais Danny, c'est trop pour moi. Mais t'as une autre option. On va t'acheter un RS Means, ça va te coûter 800-900$. Ah ouais, mais on le sait qu'un RS Means ne tient pas la route. Oui, mais à un certain moment, tu peux pas avoir le beurre pour l'argent du beurre. Tu comprends? Tu vas avoir un prix qui tient la route. Il faut que tu payes. Ouais, c'est tout, là. Tu sais, c'est comme si tu disais, hey, je veux que mon char roule à 300 km/h, mais que t'es pas prête à mettre l'argent pour une Bugatti. Je m'excuse, ta Lada, elle ira pas à cette vitesse. Là. Non, ça va pas fonctionner. T'sais. Fait que non, c'est un peu l'enjeu. Puis les gens essayent toujours de c'est malheureux, là, tu sais. Puis moi-même, le premier, là, j'achète sur Amazon. Fait que moi aussi, j'essaie de chipper, d'économiser. Puis les gens, ils cheap dès le départ, alors que l'argent doit être mis sur le départ pour en sauver après ça. Tu comprends? Justement, en parlant de ça, l'argent qui doit être mis sur le départ, est-ce que, vu que tu fais aussi du après-projet pour aider dans des litiges, dans des cas de litiges, pour faire des... Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de problématiques, d'erreurs que tu vois récurrentes, qui seraient, ou des conflits qui auraient pu être évités si les gens ils avaient pris le temps de faire la planification dès le début et de se rendre compte que les plans, c'est la partie la plus importante d'un projet, de prendre le temps de planifier correctement si tu veux avoir un budget qui ne bouge pas et tu ne veux pas avoir de surprise. Tu sais, quelles erreurs que tu vois de façon récurrente qui seraient évitées 100% si tu avais pris le temps de mettre 10 000$ de plus dans tes plans? Première des choses, comme tu dis, les plans, c'est important, puis on le voit souvent. Les projets de plus petite envergure, les gens vont avoir tendance à couper sur le budget. Alors que le budget devrait être représenté le même pourcentage que sur un projet d'envergure. Pourquoi? Parce que... Et puis ça ressemble à quoi les pourcentages de planification en général? Je pourrais pas te le dire, tu sais, mais ce que je vois, c'est que les gens sont cheap. Puis des fois, tu le vois juste, nous, au niveau de l'estimation, ça nous prend autant de temps, des fois même plus, peut-être un projet de 150 000 par rapport à un projet de 3 millions. Parce que tu dois supposer des choses, tu te poses des questions, les plans sont de moins bonne qualité, tu dois constamment te contre-vérifier. Ah, je suis pas certain, il y a ça. Attends, me retourner dans la vie, ah non, ça manque. Faire des suppositions, t'entends quoi par ça? Qu'est-ce que... Ben, tu sais, des fois, des plans qui manquent de l'information. Fait que là, t'as deux options. T'as l'option du gars qui aime rentrer le plus bas soumissionnaire conforme puis de clencher des extras. Fait que c'est pas au plan, je rentre le plus bas prix puis... Je plante des extras parce que je sais que ça va être comme ça. Ou j'ai le gars qui dit, ben écoute, c'est pas là, je l'ai remarqué, fait que je fais mon prêt en conséquence. Le problème, c'est si je fais mon prêt en conséquence, puis que l'autre, lui, il a juste voulu rentrer un prix, je perds la job. Ben, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais soumissionné 500 000 sur une job. Elle a pris le plus bas soumissionnaire. Puis j'ai fait des suivis, tu sais, je voulais juste avoir un suivi. Puis là, au final, le projet, il a fini à 550 000. Tu sais, mais genre, le gars, il avait probablement pas soumissionné la même chose que moi, j'ai soumissionné. Tu sais, donc, c'est un gros problème. Puis malheureusement, tu peux pas éduquer tes clients. Il est là le problème, tu sais, parce que la personne, la première chose, puis c'est la même affaire quand ça m'appelle, on est comme ça au Québec. On est des gens judéo-chrétiens, fait que on dit tout le temps qu'on est né pour un petit pain, puis on est proche de nos scènes, puis tout, fait que les gens ont beaucoup de difficultés avec l'argent. Tu peux pas parler d'argent ici. Moi, j'ai pas de problème. J'ai sorti 38 000 de salaire brut l'année passée. J'ai pas de problème, je m'en fous. Ça veut rien dire, tu comprends? Ça veut rien dire. Mais les gens ont de la difficulté avec ça. Fait qu'eux autres, ce qu'ils cherchent, c'est toujours l'économie. Ils sont comme, hey, c'est juste 5 000, l'autre, c'est 10 000. OK, signe-la à 5 000. Hey, tabarouette, ça m'a coûté 12 000. Mais oui, parce que tu as accepté un offre sur la base monétaire et non sur la base des inclusions, les exclusions, puis de l'accompagnement qu'on m'offrait. Peut-être que tu aurais payé 10 000 au lieu de payer 12 000 si tu avais suivi la personne qui donnait le bon accompagnement. Mais les gens, quand ils m'appellent, c'est combien tu charges. C'est pas, hey, c'est quoi ta structure? C'est pas, t'as-tu des assurances professionnelles? C'est pas, hey, t'utilises-tu des logiciels? C'est combien tu charges. Ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Puis si je me plante d'1 million, là, puis j'ai pas d'assurance professionnelle, tu retrouves ton million comment, toi? Tu comprends-tu? C'est, ouais, mais ça, tu parleras à mes compétiteurs qui n'ont pas d'assurance professionnelle. Ah, mais ça n'arrive pas, c'est le problème du client. Non! T'es un adulte, t'as décidé de partir une business, responsabilise-toi, paye le 3, 4, 5, 10. Ça m'a déjà coûté 15 000 en assurance professionnelle. OK? Ça va selon le volume de la business. Fait que paye-les, protège ton client. Ben justement, on va conclure sur ça. Les gens, ils peuvent te trouver comment? Et puis quel genre de dossier que tu prends?
Quel genre comment ils peuvent me trouver, je pense, je suis pas mal sur toutes les plateformes. On a un site web, pressiondp.ca. On est sur LinkedIn, Instagram, TikTok. Fait que je suis là, je suis visible. On peut nous trouver aussi probablement au niveau de la AECQ, du CIQS, s'ils veulent avoir une confirmation qu'on est bien, que je suis bien un membre certifié. Après ça, quel genre de dossier qu'on fait? On va aider les gens en autoconstruction, on va faire des agrandissements de duplex, on va faire du multirésidentiel, institutionnel, commercial, industriel léger. Je te dirais que j'ai même eu l'occasion de travailler sur un projet minier. Je l'ai fait une fois à un client qu'on avait dans le commercial qui a voulu nous emmener dans un projet minier. Puis j'ai dit, je suis pas à l'aise. Il dit, Danny, je vais vous accompagner. Je vais même te signer un papier. Si tes quantités sont pas bonnes, t'es pas responsable. Je suis comme, fait que je te facture, puis même si les quantités sont pas bonnes, ouais. Fait que, tu sais, au final, nos quantités étaient correctes, le travail était bon. Est-ce que je referais du minier? Non. Non. Merci à Frédéric Legros de Meglag. Ouais, tu sais, puis écoute, on a fait des projets de 5 000 à 260 millions. On a fait des projets à travers le Canada, un projet dans un hôtel à Saint-Martin, des Antilles françaises. Donc, j'ai pas peur des défis. Ça me fait pas peur. Puis pour moi, l'estimation, c'est la même chose. C'est juste, c'est la vision, puis c'est l'échelle qui change. Tu sais, une maison, tu n'auras pas la même vision qu'une école, définitivement. Mais ça reste des quantités, des productivités, des coûts unitaires d'hommes, des coûts unitaires de matériel, mobilisation, manutention. Fait que, merci de m'avoir ramené à l'ordre. Ça a été un plaisir. Merci, Daniel. Merci.